suis Corinne Jeanne-Eléa Tangan, je suis la secrétaire générale des Lions et des Lions Indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Écoutez, nous sommes le dimanche 30 novembre 2025 et je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Écoutez, j'ai beaucoup rigolé. J'ai vu que les supporters de Chiroma ont fait plus de 4 heures de direct aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent. Et j'ai aussi vu qu'ils viennent de publier, là, Eric Tchindjé, que le nouveau président autoproclamé élu revient au Cameroun le 26 février. Écoutez, mes frères, vraiment, nous les membres du Lilipac, nous nous occupons, nous nous adressons, on va dire, aux gens qui ont un minimum de bon sens. Mes frères et sœurs, vous êtes sérieux qu'il y a un monsieur qui était dans un bateau, il y avait l'orage, le bateau était en train de couler, il a fui du navire, et puis il est revenu avec un petit parapluie cassé, il a dit, c'était moi le capitaine. Écoutez, le même là, il a passé toute sa vie à jouer au foot dans le camp adverse. Et puis, subitement, là, en 2025, il a changé de camp. Et il a dit que moi, là, je suis le buteur. C'est moi qui vais vous sauver de cette révolution. C'est-à-dire que moi, là, je suis le chef. Je vais vous sauver de la révolution camerounaise. Comptez sur moi. Vraiment, mes frères, il a même trouvé des supporters. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs sur Facebook, des intellectuels, pseudo-intellectuels, je ne comprends plus rien. Mais le Cameroun, on m'a dit que si tu essaies de comprendre, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. C'est ça, non? J'ai beaucoup rigolé aujourd'hui. Mes frères et sœurs camerounais, moi je suis venu vous parler d'un sujet très sérieux. Je viens m'adresser, parce que nous, les membres du Lilipac, nous nous adressons à la population camerounaise, aux jeunes. C'est vous qui allez sauver ce pays. Moi, nous, on a déjà fait, moi, j'ai fait la moitié de ma vie, hein. Il me reste la deuxième tranche de vie. Mais vous, les jeunes, les membres du Lilipac se mettent avec vous pour vous aider à vous mobiliser pour la mobilisation PPPP. Populaire, progressiste, panafricaine et pacifique. Nous serons tellement nombreux, nous parlons de transition civilo-militaire. Personne là ne peut être président au Cameroun hein, sans subir un coup d'État ou quelque chose de grave. C'est impossible si on n'a pas le support de l'armée. Nous recommençons. Nous ne vous imposons pas au président. On dit que c'est Lilipac ou rien. Non, c'est pas Lilipac ou rien. Lilipac dit transition et nous choisirons ensemble les hommes compétents, les gens qui sont capables de gérer cette transition au Cameroun. Moi, je suis venu vous dire, langage de vérité, solidarité, justice. J'ai un sujet très important parce que je suis à Londres et que je suis les actualités judiciaires ici, dans mon pays. Le cas de la Sonara. Mes jeunes, je m'adresse à vous. Parce que le clan Biya d'incompétents est en train d'hypothéquer votre pays sur les 10 prochaines années. Le cas de la Sonara, c'est très très grave. Parce qu'on a un clan Biya au pouvoir qui est tellement incompétent qu'il faut que je vous explique très bien ce qui s'est passé. Je recommence, je m'adresse aux jeunes. Nous sommes là pour vous, pour ce pays, pour aller dans la bonne direction. Vous savez que le cas Sonara est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Où je suis là, j'ai vu que Glencore a porté plainte à la Sonara en leur disant qu'ils ont 9,6 milliards de francs CFA d'impayés. J'ai dit que Glencore dit que Sonara leur doit 9,6 milliards. Mais c'est aussi Sonara qui dit que Glencore a payé des pots de vin aux gens de la Sonara, de la SNH, à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Allez chercher l'erreur. Mais mes frères, ce n'est pas ça qui est très grave. Ce n'est pas une rumeur, hein. Ce n'est pas un débat politique. C'est une réalité judiciaire. Je ne suis pas en train de... Je le vis. Le département de la justice des États-Unis et le Serious Fraud Office du Royaume-Uni ont annoncé le 24 mai dernier que la fameuse multinationale suisse, là, anglo-suisse Glencore, avait plaidé coupable de faits de corruption dans plusieurs pays africains. Et ils ont dit qu'ils ont dépensé 79,6 millions de dollars. On ne parle pas de francs CFA en pot de vin. Et ils ont dépensé ça où? Dans 3 pays. Le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Toujours les mêmes. Ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche, ils sacrifient notre pays. Voilà ce qui se dit. Voilà ce qui est. C'est écrit, c'est judiciaire, c'est judiciairement acté. D'accord? Donc, c'est pas une histoire qu'on monte, on descend. Il y a même un avocat camerounais qui a reconnu les faits. Ils disent que la part du Cameroun, c'était 7 milliards. Que les Camerounais ont pris 7 milliards de francs CFA. Mais les autres déclarent 79,6 millions de dollars. Mais nous, on dit que c'est seulement 7 milliards. Mais vous savez ce qui est grave? C'est que la SNH dit qu'ils ne savent pas qui a pris l'argent. Dans notre pays, là.
Là où le clan Biya met les gens sur écoute, ils ont les services secrets, ils ne savent pas, comme c'est entre SNH Sonara, ils ne savent pas. Parmi eux, qui a pris l'argent de Glencore? On cherche les gars, ils sont perdus de retrouver, ils sont comme Chiroma. Ils sont quelque part, on ne sait pas qui c'est. 10 ans de mensonges. 10 ans de mensonges. Écoutez, ces corruptions ont eu lieu entre 2007 et 2018. Nous sommes en 2025, on ne sait toujours pas qui a pris l'argent de Glencore. Mais je vais beaucoup plus loin. 1982, Paul Biya est au pouvoir. Tout président normalement constitué, la première chose qu'il fait, les deux sociétés les plus importantes du Cameroun, c'est la SNH et la Sonara. Parce que notre denrée principale, c'est le pétrole, avant toute autre chose. Il n'a pas pensé que c'était important de moderniser la Sonara pour que le pétrole soit moins cher à la pompe. Mes frères et sœurs camerounais, à chaque fois que vous mettez le plein d'essence dans votre voiture, 1 litre, une partie de cet argent sert à rembourser la dette de la Sonara. Sachez-le. Mais il n'a pas pensé, Paul Biya, 1982-2025, que c'est ce qu'il devait faire. En 2010, oh, il se réveille. On va moderniser la Sonara. On se rend compte que la Sonara ne peut pas exploiter le pétrole lourd. Il ne peut faire que les pétroles légers. Il se rend compte que le Sonara est mal équipé. Très bien. Ils empruntent de l'argent comme ils font d'habitude. Ils commencent à modéliser la Sonara. La Sonara brûle. 10 ans plus tard, 2020, ils n'ont jamais modernisé la Sonara. L'argent est parti. Ils ont volé, ils ont dilapidé, ils ont bouffé comme ils font d'habitude. Dilapidé les fonds de modernisation de la Sonara. Comme je vous dis là, personne n'est allé en prison. 2010 arrive, on va lancer un audit, on va faire un audit parce qu'on ne comprend pas où l'argent est passé. Où est l'audit financier que vous avez fait en 2020? Ils ont lancé un audit pour chercher les coupables. Je m'adresse au ministre de la Justice, je m'adresse à Ngongo, je m'adresse à tous ces gens, à Motazé. Vous êtes supposés faire partie du gouvernement et gérer notre Cameroun. Comme c'est entre vous là-bas, l'audit est passé où? Les coupables de l'argent de la modernisation de Sonara, c'est qui? Qui est allé en prison? Personne. Ce n'est pas fini. Nous voici qu'en 2023, on apprend que la Sonara est endettée à 425,5 milliards de francs CFA. Mes frères, je n'invente pas, c'est dans un site. Allez taper Business in Cameroun. J'ai lu. Ils doivent, la Sonara, elle toute seule, une société aussi importante, doit à elle toute seule 425,5 milliards de francs CFA à des fournisseurs étrangers. Accrochez-vous. Ça représente 83% de toute la dette extérieure de toutes les entreprises publiques du Cameroun. Ça veut dire que dans notre Cameroun, là, les gens qui nous ont fini, j'ai dit 83% de la dette extérieure de toutes les entreprises publiques. Sonara. Donc le gouvernement camerounais, là, le clan Biya, ils nous ont endettés à 83% de dette extérieure, juste avec ces deux entreprises, avec la Sonara. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité. Et on ne leur fait rien. Les jeunes, aidez-nous à dégager ces gens. Qu'ils fassent leur sac et qu'ils nous laissent gérer notre pays. Pardon. On a des hommes compétents au Cameroun. La Sonara doit 279 milliards à Vitol, qu'il a dit qu'il allait rembourser, restructurer sur 10 ans. La Sonara doit 15 milliards à Trafigura. La Sonara doit 20 milliards à Mercuria. La Sonara doit 371 milliards à tous les autres créanciers. Gunvor, Adax, tous ces gens-là. Tous ces traders. Sonara, seulement Sonara, qui doit cet argent, qu'ils ont échelonné sur 10 ans, avec certains avec des taux d'intérêt à 5,5%. Qui va rembourser? Les jeunes Camerounais. Vous allez rembourser ces prochaines années. Les 10 prochaines années de votre vie, elle est hypothéquée à rembourser les dettes du clan Biya. Des corrompus, des personnes qui n'ont pas pu gérer les deux seules sociétés les plus importantes du Cameroun. Ils représentent la plus grande dette extérieure. Voilà ce que nous, les membres du Dilipac, nous venons vous dire. Nous vous encourageons à marcher. Marcher pour la liberté du Cameroun. Marcher pour que ces gens nous laissent, permettent aux Camerounais de réorganiser ce pays. Le peuple camerounais doit savoir qui a détruit la Sonara, qui a fait cet incendie. Rappelez-nous les 4 directeurs là, qui ont, depuis 2010 à 2025, géré la Sonara. Charles Metouk, directeur général, 2013, où est-il? Où est-il? Il était là quand on a décidé de moderniser la Sonara entre 2010 et 2020. Où est-il?
Il a été remplacé par Ibrahim Talba Mala, son successeur. Where are you? Où est-il? Perdu de retrouver. C'est comme Chiroma. Il est quelque part. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent de la Sonara? Lui a été remplacé depuis 2019, ça veut dire Sungongo, parce que c'est Ngongo le président. Sungongo 2019, ils ont nommé Jean-Paul Simon Tchonou. Lui là, il est resté avec la Sonara de 2019 à 2024, ça fait 5 ans. Monsieur Jean-Paul Simon Tchonou, venez nous expliquer ce que vous avez trouvé à la Sonara. Je continue. Ils ont nommé là, depuis 2024, février 2024, le nouveau directeur de la Sonara s'appelle Aruna Bako. Mes frères jeunes Camerounais, la SNH, c'est la même chose. Le fameux Adolphe Moudi qui est là depuis, il impose depuis 1993. C'est la même chose. C'est les copains. Ils font toutes leurs choses ensemble. Il faut que la justice soit rendue. La justice britannique a reconnu la corruption. Elle est actée. Quelqu'un doit aller en prison. Dans un état normalement constitué. Le clan Biya, qui gère la SNH et la Sonara, ont dilapidé nos ressources, ont encaissé des pots de vin, ont hypothéqué l'avenir des jeunes et personne ne vient nous rendre compte. Moi, je veux voir en Mondovision ces gens venir rendre des comptes à la jeunesse camerounaise pour leur système de prédation organisé. Les membres du Lilipac, vérité, solidarité, justice. Les responsables doivent être jugés. Les avoirs volés doivent être récupérés. Et la justice doit être rendue aux Camerounais. Tout cet argent-là, tous les avoirs de ces directeurs et de ces hauts fonctionnaires qui ont été ou qui sont passés par ces deux sociétés doivent être récupérés pour rembourser les 425 milliards. C'est pas à la jeunesse camerounaise de la rembourser. Quand on gère mal, quand on fait des erreurs, on doit rendre des comptes. On doit rendre des comptes. Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Mais vous savez, ce qui est grave, c'est que j'ai vu que le budget de l'État a été présenté, déposé à l'Assemblée nationale le 26 novembre 2025. Et ils sont passés de 7,335 milliards de francs CFA à 8,816 millions de francs CFA. Ils disent qu'ils ont besoin pour financer notre Cameroun. C'est ça le budget dont ils ont besoin. Ils vont prendre l'argent là où? Moutazé vient de réhypothéquer le Cameroun avec le FMI, avec des nouveaux plans pour vraiment la jeunesse camerounaise. Le Lilipac se bat pour vous. Le Lilipac se bat pour vous. Mais moi qui suis panafricaine, je vais finir en vous disant quelque chose que je trouve encore plus grave. Allez sur le site de la Sonara, regardez la composition du conseil d'administration. Vous savez que le conseil d'administration, c'est souvent les plus grands membres qui s'assoient pour décréter qui sera directeur. Maman, je suis allée regarder, j'ai regardé les têtes de ces gens. Madame Do, Berta Nebakata, elle est assise comme ça là. C'est elle qui est la présidente du conseil d'administration. Elle, il faut qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle a fait de l'argent de la Sonara. Et depuis quand elle est là. J'ai vu tous les gars qui travaillent avec elle. Docteur Humphrey Ekema Monomo. Hein, c'est ça? Non, Monono. Il est envoyé par la présidence de la République. Je vous ai dit que c'est entre eux. Il siège au conseil d'administration de la Sonara. C'est écrit présidence de la République. C'est ça qu'il fait là-bas. Conseil d'administration. Il y a un monsieur qui s'appelle Alain Serge Libok. Ministère des Finances, a dit que Moutazé l'a envoyé. Va t'asseoir là-bas, va siéger au conseil d'administration. C'est eux qui choisissent les directeurs. Hein. C'est le conseil d'administration qui choisit le directeur de la Sonara, mes frères et sœurs. À côté de lui, il y a M. Marcelin Mbalambie, ministre de l'énergie, de l'énergie et de l'eau. Lui aussi, il est assis là-bas au conseil d'administration. M. Eugène Gango et Banjo, si je lis bien. Lui, il est envoyé par qui? Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Entre eux. Lui, il est assis au conseil d'administration. C'est eux qui décident. Monsieur Okie Johnson Do. Il s'appelle Do comme la présidente. Je ne sais pas si c'est le mari ou le cousin ou le frère. Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Lui, c'est le caissier. Entre eux là-bas. C'est toujours entre eux là-bas. Monsieur Ambroise Ondoa Onana. Société nationale d'investissement. Il est assis. Il siège au conseil d'administration de la Sonara. Je vais finir avec deux choses qui, moi, m'énervent. Je suis panafricaine, on a 2 Français au conseil d'administration de la Sonara. Scandale. Monsieur Imran Bari, qui travaille pour Total Outre-mer Elf-Aquitaine, et monsieur Jérôme Le Prince Ringué, ou Ringué. Total Outre-mer Elf-Aquitaine. Un blanc. Je dis, hein, qu'est-ce qui ne va pas chez nous?
Qu'est-ce que ces gens viennent faire au conseil d'administration de la Sonara du Cameroun? À choisir qui dirige, qui fait quoi, à discuter de ce qu'on va faire de notre Sonara. Je suis panafricaine. Je me bats avec la jeunesse camerounaise. Faites confiance au monde du Lilipac. Nous ne venons pas vous vendre des plans d'opposants en exil qui s'autocrame président et qui va faire sur Facebook son shenanigan et tout ça. Non. Nous demandons aux opposants sérieux de se battre pour le Cameroun. On n'a pas d'autre solution que la mobilisation. Nous allons y arriver. On n'a aucune raison de perdre espoir. C'est la seule solution. Marcher pour aider ces gens à faire leur sac et qu'ils dégagent. Parce qu'on a besoin que le Cameroun renaisse. Et nous n'imposons pas le Lilipac. Nous vous demandons d'aller vers une transition civilo-militaire où tous ensemble, après la transition, nous pourrons choisir. Vous pouvez ramener tous les opposants de tous les partis que vous voulez et nous organiserons réellement une élection. Vous pourrez choisir librement le meilleur d'entre nous. Que des hommes compétents prennent ce pays en main. Nous sommes dimanche. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'essaye de garder ma bonne humeur malgré ce drame et ce scandale d'État qu'est la Sonara et la SNH. Mais mes frères, je voulais vous expliquer tout ça. Ils ont pris des dettes. Ils les ont restructurées sur 10 ans. Et pendant 10 ans, la jeunesse camerounaise va devoir rembourser cette dette. À chaque fois que vous mettez 1 litre d'essence dans votre voiture, une partie de cet argent, c'est pour rembourser Vitol, Trafigura, Mercuria and so on. C'est très grave. Ce n'est pas normal. Un pays normalement gérant ne devrait pas être là, mais même pire que ça. L'essence ne devrait pas coûter 40 000 francs à la pompe. Si quelqu'un réussit à mettre 3 pleins d'essence dans ce Cameroun par mois, je le respecte. 40 000 francs CFA times 3. Où sont les salaires qui permettent de justifier ça, mon peuple camerounais que j'aime? Pourquoi on vous fait ça? Pourquoi? Parce que le clan Biya est incompétent. Il y a des moments où une seule phrase suffit pour électriser tout un débat. Et aujourd'hui, ce que vous allez entendre, ce que vous allez analyser avec moi, c'est l'un de ces moments. Alors restez bien avec moi, parce que ce qui suit va vous faire réfléchir. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à liker et surtout à commenter pour soutenir ce travail d'analyse indépendante qui ne cherche qu'une chose, éclairer, informer et permettre à chacun de comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Dès les premières secondes des propos de Corinne Elatanga, on sent une énergie particulière. Elle commence par une introduction personnelle, presque légère. Elle dit être de bonne humeur, elle rigole, elle observe les directs de ses contradicteurs. Mais très vite, derrière ce ton apparemment détendu, se cache un message beaucoup plus profond. Et c'est là que réside toute la force de son intervention, la capacité d'alterner entre l'humour, l'ironie et la dénonciation politique, sans jamais rompre le fil de son discours. Lorsqu'elle évoque le « supposé retour » d'Issa Chiroma Bakary, elle le fait avec une ironie assumée, construisant une image presque théâtrale. Un capitaine qui abandonne le navire en pleine tempête, puis revient plus tard avec un simple parapluie cassé en proclamant être le chef. Ce type d'image est puissant pour une raison simple. Il crée une distance entre le fait politique et l'émotion brute. On ne parle plus seulement d'un homme politique, mais d'un symbole de ce que certains considèrent comme des revirements politiques opportunistes. Mais attention, pour une plateforme comme YouTube, il est toujours important d'aborder ces analyses avec prudence, objectivité et respect. Notre but ici n'est pas de juger les personnes, mais d'analyser la manière dont certains discours publics sont construits, comment ils marquent les esprits, et ce qu'ils révèlent d'un climat politique plus large. D'ailleurs, si vous appréciez cette approche équilibrée et respectueuse, n'hésitez pas à partager la vidéo. Cela aide énormément. Le passage où Corinne décrit la scène du « joueur » qui passe soudainement d'une équipe à une autre est un autre exemple de cette rhétorique efficace. Elle utilise des métaphores sportives, familières à tous, pour faire passer un message politique. Et c'est une stratégie de communication très répandue, simple, imagée, directe. On peut être d'accord ou en désaccord avec elle, mais force est de constater que son style capte l'attention. Toutefois, ce qui est frappant une fois passé ce registre moqueur, c'est le changement radical de ton. Elle annonce clairement que derrière son humour se cache un sujet très sérieux. À partir de ce moment, le discours bascule. Elle parle aux jeunes, elle parle de mobilisation, de transition civile, de rôle de l'armée, de l'importance de choisir collectivement des dirigeants compétents.
Ce changement de tonalité est clé pour comprendre son intention. D'abord attirer l'attention, puis orienter vers un message politique structuré. Et là encore, restons attentifs. Dans une analyse responsable, il est essentiel d'éviter toute incitation directe ou indirecte à la confrontation. Nous sommes ici pour comprendre le message, pas pour encourager des actions qui pourraient dépasser le cadre légal. L'objectif de cette vidéo est d'informer, de décoder, de donner des clés de lecture, rien de plus. Et si cette démarche vous semble importante, prenez quelques secondes pour commenter et dire ce que vous pensez jusqu'ici. Vos analyses personnelles enrichissent le débat. Corinne se présente comme membre d'un mouvement, le Lili-PAC, qu'elle décrit comme progressiste, panafricain et pacifique. Ce dernier terme est fondamental dans un contexte comme celui du Cameroun, pacifique. Elle insiste sur la transition civile, sur l'idée d'un processus collectif, sur l'idée que personne ne doit imposer un président. Ce vocabulaire n'est pas anodin. Il marque une volonté de se démarquer des discours radicaux, tout en restant dans une posture de critique politique forte. Puis arrive le cœur de la deuxième partie de son message, le scandale de la Sonara. C'est ici que son ton change encore une fois. On entre dans l'argumentation, dans les chiffres, dans les références judiciaires internationales. Elle évoque Glencore, les montants en milliards, les décisions de justice américaines et britanniques. Cette partie de son discours repose sur un registre factuel et accusateur, mais encore une fois, dans notre analyse, rappelons qu'il s'agit de propos qu'elle rapporte, que nous analysons sans les valider ni les contester. Notre rôle est de comprendre la construction du discours, pas de trancher dans un dossier juridique. Ce qu'elle met en avant, c'est l'idée d'un système opaque, d'une absence de transparence, d'une dette colossale, et d'un futur que, selon elle, la jeunesse devra payer. Qu'on partage ou non cette vision, il faut reconnaître que la stratégie rhétorique est claire. Elle vise à responsabiliser la jeunesse, à susciter une prise de conscience, à encourager la vigilance citoyenne. Et ce type de narration est très courant dans les mouvements politiques contemporains. Ce qui frappe aussi, c'est sa manière de répéter plusieurs fois qu'elle ne fait que rapporter des faits judiciairement actés. Encore une fois, cela participe d'une stratégie discursive. Renforcer la crédibilité du propos en s'appuyant sur des décisions de justice et des sources publiques. Dans une analyse objective, il est important de prendre ce genre d'argument avec recul. Citer une source ou une décision ne garantit pas nécessairement l'exactitude de l'interprétation. Mais cela montre une volonté de s'inscrire dans un cadre rationnel. Avant de poursuivre la suite de cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela permet à cette vidéo d'être plus visible, à cette chaîne de grandir, et à d'autres Camerounais de profiter de ces décryptages.